Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Talk édition spéciale municipale 2026 à Besançon. Un grand débat démocratique, équilibré, impartial évidemment consacré à l'avenir de Besançon. 4 candidats réunis en plateau représentant des visions, des projets, des sensibilités politiques différentes. Séverine Véziès est avec nous pour la France Insoumise. Bonjour Madame Véziès. Bonjour à tous et toutes. Anne Vigneault, maire sortante pour les écologistes, le Parti socialiste, le Parti communiste, Génération, à gauche citoyen, l'Après et Debout. Bonjour Madame Vigneault. Bonjour. Éric Delabrousse pour Horizon, Renaissance et le Parti radical. Bonjour Monsieur Delabrousse. Bonjour Monsieur Herbelot. Et puis Jacques Ricardetti pour le Rassemblement national, l'UDR et Debout la France. Bonjour Monsieur Ricardetti. Bonjour à tous. J'ajoute que Ludovic Fagot était invité, il s'est désisté il y a quelques heures, malheureusement, et c'est dommage, tout comme Nicole Friès qui était invité également, qui a décliné l'invitation. Eh bien nous ferons cette émission à tous les 4, si vous en êtes d'accord. Le cadre de cette émission est très clair, un temps de parole strictement égal, chronométré pour chacun d'entre vous. C'est un débat respectueux, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel essentiel sur les règles de cette élection municipale qui se déroulera en 2 tours les 15 et 22 mars prochains. Il faut rassembler au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour, notamment pour se faire rembourser de ses frais de campagne, et puis faire au moins 10% pour se maintenir au second tour. Je vous propose de commencer ce rendez-vous avec une première séquence et on va demander à chacune, à chacun de poser sa vision pour Besançon. Vous allez donc disposer les uns après les autres d'1 minute, très exactement 1 minute, pour nous partager à nos téléspectateurs votre vision pour Besançon et vos priorités si vous êtes élu maire. On commence avec vous, Jacques Ricardetti. Quelle est votre vision ? Écoutez, je suis bien Jacques Ricardetti, je suis candidat de la liste Changeons Besançon. C'est une liste soutenue par le Rassemblement national, par l'UDR et aussi le RPR. Besançon a besoin de changements pour sa sécurité, pour sa circulation et pour la manière de gouverner la ville. Je suis candidat à la mairie de Besançon parce que je refuse une ville bloquée, je refuse une insécurité qui progresse, une idéologie qui l'emporte sur le bon sens. Mon projet est simple, concret, remettre la sécurité au cœur de l'action municipale, faciliter la vie des quotidiens et soutenir les commerçants et protéger le cadre de vie sans pénaliser ceux qui travaillent. Changeons Besançon pour une ville sûre, plus fluide, plus proche de ses habitants. Et le changement commence bien donc, comme vous l'avez dit, le 15 et le 22 mars. Merci Jacques Ricardetti. Éric Delabrousse, quelle est votre vision pour Besançon ? Et c'est parti pour 1 minute. Pour les élections municipales de mars prochain, Besançon mérite mieux qu'une offre qui se résume à l'opposition de 2 camps. Celle que je porte est une voie centrale, pragmatique, responsable et modérée. Mon programme est tout entier construit sur les attentes des Bisontines et des Bisontins que nous avons consultés lors d'une grande consultation au printemps dernier. Leurs principales préoccupations et attentes sont devenues mes priorités programmatiques, à savoir la tranquillité publique, les mobilités, le cadre de vie, mais aussi l'attractivité de notre ville, qu'elle soit économique, commerçante ou culturelle. Ce que je propose aujourd'hui est une alternative à la façon de procéder, plus qu'une alternance gauche-droite purement partisane. C'est une gouvernance efficace et modérée, concentrée sur le quotidien des Bisontines et des Bisontins, pour que Besançon redevienne une ville sûre, ambitieuse, accueillante et solidaire. Merci Éric Delabrousse. Anne Vigneault, maire sortante, si vous êtes à nouveau réélue, qu'est-ce qui attend les Bisontines et les Bisontins ? Eh bien, on veut une Besançon vivante, juste et humaine, pour faire front à la dégradation sociale, démocratique et environnementale, pour une prospérité au bénéfice du bien-être humain, parce que nous voulons à Besançon la réponse au désordre de ce monde et de cette société, parce qu'on veut qu'elle soit possible et heureuse, cette solution. Besançon est engagé dans la transformation de notre héritage patrimonial, social, économique et naturel pour empêcher que notre maison brûle. Alors, nous avons des priorités. Bien sûr, l'attractivité, la vitalité qu'elle a, nous devons l'amplifier. Nous devons aussi travailler sur la lutte contre les violences intrafamiliales, contre le fléau au narcotrafic, contre l'isolement, mais aussi l'accès à la culture, au sport. Nous avons besoin de garantir le logement, de garantir l'alimentation saine. En fait, on a
a une ville qui est au bénéfice de la santé, et ça sera notre ligne, parce que nous avons aussi la ville de Victor Hugo, celle de la défense de la justice sociale. La ligne directrice, en fait, de notre politique, c'est une approche systémique des actions pour garantir efficacité et cohérence et une implication des habitants et des forces vives systématiquement et au plus près de la décision. Merci Madame Vigneault. Séverine Véziès, chez LFI. Quel est votre programme? Alors on se présente pour un suffrage qui est une élection municipale, mais en réalité il faut bien se dire que ce n'est pas une addition de scrutins locaux et que les conséquences des politiques nationales ont un impact direct pour les Bisontins et les Bisontines, et les Bisontins et les Bisontines le ressentent dans leur quotidien. Et donc Besançon, c'est une ville qui a des atouts incroyables, qui a une tradition de solidarité, une tradition de coopération et une histoire d'innovation sur lesquelles on peut s'appuyer pour trouver d'autres horizons et d'autres chemins possibles. Et donc nous, les Insoumis, nous considérons que cette élection est une élection éminemment politique. C'est la raison pour laquelle on propose un programme systémique pour la ville qui est chiffré, qui est détaillé et qui trace un horizon autour de 4 piliers, 30 engagements et plus de 200 mesures et qui trace une ligne forte pour la ville de Besançon. Ces 4 piliers sont revitaliser la démocratie, permettre à chacun et chacune de répondre à ses besoins fondamentaux, engager la bifurcation socio-écologique et défendre les droits humains et la paix. Et on ajoute à cela également 4 alter-projets particulièrement structurants pour la ville de Besançon, qui sont détaillés sur notre site fairemieuxbesançon.fr. Les maisons du peuple et de l'autonomie, le parc naturel des Vettes, un centre low-tech et la citadelle de l'utopie. Et c'est cet horizon que nous proposons aux Bisontins et aux Bisontines. Merci Séverine Véziès. On va rentrer dans le vif du sujet. Le dernier sondage Ipsos BVA donne Anne Vigneault et Ludovic Fagot grands favoris de cette élection avec 34% d'intention de vote pour chacune des 2 listes dès le premier tour. Laurent Croisier du Modem a rejoint la liste LR. Peut-être une première question, Éric Delabrousse. Vous n'avez pas su convaincre le Modem de vous rejoindre. Ça vous aurait fait un peu plus d'intention de vote? Je ne pense pas que ce soit le Modem qui n'est pas jugé bon me suivre, mais plutôt un accord interindividuel entre un député qui a été élu sans un candidat LR contre lui aux précédentes législatives et un candidat municipal LR. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, ils étaient déjà dans la même équipe. Exact. Séverine Véziès, si vous vous rapprochiez d'Anne Vigneault, à gauche, ça donnerait évidemment plus de chances de l'emporter. Vous aviez envisagé cette possibilité et puis vous êtes ravivé. Pourquoi avoir fait le choix de mener une liste indépendante? Tout simplement parce que l'objectif, c'est aussi de défendre un programme de rupture pour Besançon, parce que vu la situation que l'on a au niveau du changement climatique, de la pauvreté, etc., eh bien, il y a des Bisontins et des Bisontines qui nous poussaient à faire ceci. Et je pense que c'était important de se dire qu'au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait une orientation politique à gauche qui soit véritablement vers une politique de rupture. Et dans les négociations qu'on avait avec Madame Vigneault, malheureusement, c'est pas cette tendance qu'on a ressentie. Et c'était important que tous les Bisontins et les Bisontines se sentent représentés dans cette élection. On est sur un temps politique de premier tour. Peut-être que sur le second tour, il y a peut-être une rediscussion autour de cela? J'ai toujours été très claire, si les Insoumis sont en tête du premier tour, ils tendront la main à l'ensemble des forces de gauche. Si nous ne sommes pas en tête, eh bien c'est à la liste qui est en tête de se positionner. Et pour l'instant, on n'a pas forcément entendu une grande clarté, surtout venant du candidat Monsieur Lebas, qui a rejoint la liste Madame Vigneault et qui est loin d'être clair sur cette position. Anne Vigneault, je vous laisse répondre puisqu'on est sur ce sujet. Vous tendez la main à la liste LFI? Alors nous avons toujours été ouverts au fait d'avoir un projet de gauche, écologiste, avec un cap qui est très clair. Je vais prendre comme exemple un article qui est sorti encore ce matin, je crois, qui en fait rappelle que par exemple la perte de la biodiversité et le changement climatique font perdre même dans le monde économique énormément de moyens et d'argent, et donc ça veut dire qu'on a un modèle économique qui est fracassé, qu'il va falloir changer radicalement. Et moi, je porte effectivement une transformation importante de la ville. La preuve, c'est que ça peut bouleverser, on le sent dans les propos qui sont tenus. Mais une chose est certaine, c'est que moi, je resterai toujours ouverte sur ceux qui sont sur des valeurs de gauche et écologistes. La porte n'est donc pas fermée. Même question à droite. Alors Ludovic Fagot n'est pas là pour en répondre. Jacques Riccardetti, on entend souvent parler du barrage républicain anti-Rassemblement national. Quelle est votre position si Ludovic Fagot vous tendez la main pour avoir une liste très ouverte à droite, qui aille jusqu'à l'extrême droite? Moi, je voudrais rappeler qu'on fait partie de l'arc républicain. Ça me paraît tout à fait évident, contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, ou certains autour de la table peuvent peut-être penser. Voilà, Monsieur Ludovic Fagot est dans son couloir. Voilà, il n'a pas jugé bon aujourd'hui d'être ici.
ici, il y a peut-être un peu de suffisance chez M. Ludovic Fagot. Moi, j'ai dit que la principale préoccupation pour moi, c'est de faire changer Besançon. Donc changer Besançon, c'est d'avoir une alternative. Alors comme je l'ai dit, j'ai toujours eu la main ouverte. J'ai la main ouverte, mais si M. Fagot ne vient pas au rendez-vous comme aujourd'hui ou n'a pas mon numéro de téléphone, vous savez, ça va être compliqué de se rencontrer. Jacques Ricardetti, vous êtes crédité de 11% d'intention de vote. A priori, vous passeriez de justesse le second tour. Si vous dépassez les 10, vous maintenez quoi qu'il arrive au second tour? Non, je vous l'ai dit. Moi, vous savez, je suis un homme d'écoute. Je l'ai dit depuis le départ, j'étais prêt à tendre la main. Bon, j'ai l'impression que cette main, personne n'en veut. Si personne ne veut cette main, effectivement, on représentera les Bisontins qui veulent de la sécurité, de l'ordre à Besançon. Éric Delabrousse, si vous ne vous maintenez pas au second tour, vous êtes crédité de 9% sur le dernier sondage. Mais là encore, je crois que vous remettiez en question ce sondage. Cette réserve de voix, elle profitera à qui? Vous êtes un peu faiseur de roi. Si vous ne passez pas le second tour, vous appellerez, j'imagine, soit à voter à gauche, soit à voter à droite. Alors, mon électorat aujourd'hui, c'est un électorat modéré, centriste, qui, je pense, me suit par rapport à un projet, par rapport aussi au fait que je suis issu de la société civile, je n'ai pas de mandat électif. Aujourd'hui, c'est ça au CHU de Besançon. Oui. Et donc aujourd'hui, je pense que l'électorat que je représente ne peut pas être considéré comme de droite ou de gauche. Il est modéré. Je pense que Besançon est une ville modérée. Alors certes, elle était modérée de gauche. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tentative qui fonctionne de politiser outrageusement le débat. Je pense qu'il y a encore des gens qui souhaitent un projet et une incarnation pour porter une vision. Vous vous sentez plus proche de Ludovic Fagot ou d'Anne Vigneault? Moi, c'est pas comme ça que ça se passe. À titre personnel et à titre de mes électeurs, à titre des gens qui me soutiennent, dans mon équipe, j'ai des gens qui, aux dernières municipales, ont voté pour certains Madame Vigneault et d'autres Ludovic Fagot. Je ne jugerai pas. Je vous propose de passer à la première thématique de ce rendez-vous. Nous allons parler cadre de vie, mobilité et environnement. Et ma première question est adressée à Anne Vigneault. On va voir si Besançon est aujourd'hui une ville plus agréable à vivre ou plus contraignante au quotidien. Anne Vigneault, vous assumez une transformation profonde des mobilités depuis 2020. Est-ce que vous reconnaissez que l'acceptation de la transition a pris du temps pour les habitants? Le changement, c'est toujours quelque chose qui bouleverse la vie et qui est plus ou moins bien accepté. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a développé énormément de démocratie participative. On a rencontré 8000 personnes dans la ville de Besançon dans nos projets, justement pour en parler. Et qu'aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il est important d'imaginer que, par exemple, sur la question des mobilités, que chacun puisse choisir son mode de mobilité. Sinon, si nous restions sur l'ancien modèle, on serait encore beaucoup sur l'automobile. Or, d'autres ont envie de changer. Et par exemple, les transports en commun, depuis qu'ils sont gratuits, on voit ce qu'on appelle un report modal, des gens qui sont montés dans le transport en commun à hauteur de plus de 8%. On n'a pas passé une année. On a certaines lignes qui sont montées à 25% de fréquentation. Donc, on voit que c'est un vrai besoin et qui correspond aussi à la question du pouvoir d'achat, par exemple. Comment l'écologie peut être efficace sans être perçue comme une contrainte? Eh bien, en fait, l'écologie, c'est non seulement amener aussi à une transformation, par exemple, de l'espace public qui permet plus de fraîcheur, par exemple, et aussi de lieux où on peut se rencontrer avec plus de calme, de tranquillité, puisque en fait, on apaise les centres-villes, on apaise les rues, on apaise les quartiers. Donc ça, c'est très important. L'écologie, elle est associée aussi à la santé. C'est comment on fait une ville au bénéfice de la santé. On fait une ville qui, là encore, propose du jardin, qui propose aussi un travail qui consiste à avoir, par exemple, des activités commerciales, comme on en a une au centre-ville, qui résiste par rapport à la crise du commerce des centres-villes. Eh bien, on a une ville qui est apaisée. Et ça, c'est fondamental. C'est l'avenir, parce que nous avons besoin aussi de travailler pour que les uns et les autres comprennent que les options qui sont proposées, c'est la santé, la lutte contre le vieillissement, parce que le vieillissement, ça rend les gens vulnérables, parce que c'est aussi plus d'inclusion. On a besoin aussi d'accepter une ville qui puisse permettre à chacun de trouver sa place. Donc c'est une ville qui doit se transformer effectivement de façon profonde. Éric Delabrousse, vous revendiquez l'expertise, le pragmatisme. Au final, il faut quand même trancher, prendre des décisions. Comment on tranche? Vous savez bien que toutes les décisions ont des inconvénients. Comment vous faites? Avec un projet clair, un projet qui a été travaillé. Ça fait ce que je mets souvent en avant, c'est que, contrairement à d'autres, je n'ai pas fait la somme d'individus qui voulaient bien participer à ma liste. Je travaille avec une équipe depuis plus de 3 ans,
avec des gens qui ont une certaine compétence, voire une expertise dans certains domaines. Et dans le domaine des mobilités dont vous parlez, aujourd'hui, très clairement, on a un projet qui permet de repenser le réseau de transport en commun, notamment, puisqu'on parlait de ça. Il est une évidence que la partie automobile est une contrainte. Pour autant, aujourd'hui à Besançon, plus de 70% des ménages possèdent une voiture, plus de 50% l'utilisent pour aller travailler. Aujourd'hui, elle existe, il faut contraindre ça évidemment, mais pourquoi les transports en commun ne répondent pas complètement ou le vélo d'autres? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'équité, de fiabilité. Aujourd'hui, il y a des quartiers de Besançon qui très clairement sont beaucoup moins desservis. Le tram a été une belle chose, mais il a desservi quand même certains quartiers en termes de bus. D'un autre côté, il y a un partage de l'espace public qui doit être fait. Aujourd'hui, le tout vélo ou le tout voiture est une mauvaise chose de mon point de vue. Et puis, pour continuer sur les mobilités, pour moi, il y a aussi tout ce qui est centre-ville. J'ai une vraie volonté, chevillée au corps, de retirer les mégabus qui sillonnent le centre-ville, enfin le cœur de ville, hein, pour mettre plus effectivement de navettes électriques gratuites et avoir un partage de l'espace public qui est beaucoup plus priorisé pour les piétons et les mobilités douces. Séverine Véziès, pendant qu'on est sur le sujet, vous défendez la gratuité des transports en commun, vous aussi. Combien coûte cette gratuité? Qui paye? Et comment on s'assure aussi que cette gratuité, elle bénéficie aux plus modestes? Parce que si finalement tout le monde prend le bus et le tram, ça profite à tout le monde. Avant de parler de coûts, je pense qu'il faut parler de l'utilité sociale et de l'utilité écologique, parce qu'avant tout, quand on veut être élu, c'est pour améliorer la vie des Bisontins et des Bisontines. Nous, on défend une écologie populaire. Une écologie populaire, c'est une écologie, vous posiez la question tout à l'heure de comment on fait de l'écologie sans que ça embête tout le monde, eh bien on fait de l'écologie populaire. Et l'écologie populaire, ça veut dire qu'on allie la question écologique avec la question sociale, c'est-à-dire qu'on propose des solutions aux gens. Et quand on veut qu'il y ait moins de voitures dans la ville, eh bien on leur propose des solutions alternatives. Et donc, la gratuité des transports publics, ça en fait partie, parce que moi je considère que le droit à la mobilité, on doit créer un nouveau droit universel, qui est le droit à la mobilité et l'accès au réseau. On commencera par les moins de 25 ans, les privés d'emploi et les retraités et actifs qui ont des faibles revenus, mais c'est important, in fine, d'aller vers la gratuité. C'est un coût important, effectivement, c'est un coût, mais à un moment donné, quand on fait des choix politiques, on fait des choix budgétaires. Alors, au lieu de faire des arénas, au lieu de faire des fontaines immenses place du 8 septembre, eh bien nous, on propose des solutions qui sont au service des Bisontins et des Bisontines. Donc, c'est 11 millions d'euros à peu près à répartir sur le mandat, dans le cadre d'un budget qui est le budget de GBM, hein, je le rappelle, mais c'est important parce qu'il faut un changement de mentalité, et si on veut ce changement de mentalité, il faut que cette gratuité, elle soit tous les jours. Il y a d'autres points aussi, c'est la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est un concept qui a été développé, je vois qu'on a inspiré M. Delabrousse sur cette question dans son programme, et donc la ville du quart d'heure... Je travaille depuis plus de 3 ans. Mais il n'y a pas de souci. Donc la ville du quart d'heure, c'est un concept qui permet de faire en sorte que tout à chacun ait accès aux services les plus essentiels à moins d'un quart d'heure, en vélo ou à pied. Donc en fait, on propose des solutions pour changer les mentalités. Jacques Riccardetti, vous avez un petit peu de retard sur le temps de parole. Est-ce que vous assumez de dire que l'écologie n'est pas votre principale priorité? Ah, mais pas du tout. Bien sûr que non. L'écologie, c'est quelque chose d'important. Moi, je voudrais revenir sur les mobilités, le cadre de vie. Je suis quand même très étonné qu'autour de cette table, personne ne parle de cet espace bisontin totalement sursaturé. Des bouchons à non plus finir à toute heure du jour, particulièrement aux sorties du travail. Vous avez dit très justement que 50% des gens allaient au travail en voiture. Donc ces gens-là, aujourd'hui, Madame Vigneault, ils sont totalement piégés dans leur voiture. Ça, c'est loin d'être écologique. Voilà. Et ça, aujourd'hui, il faut fluidifier cette ville, il faut que ça puisse circuler. L'écologie punitive, ça suffit, stop. Et nous nous y engageons. Parce que personne ici Quelle est votre solution, Monsieur Riccardetti? Écoutez, moi j'ai une solution, c'est de faire circuler à Besançon et que les gens puissent y vivre correctement et puissent se déplacer. Donnez-nous des solutions concrètes alors. Parce que si c'est faire un tunnel place Leclerc, le sol est karstique à Besançon, c'est pas un tunnel que vous allez faire, c'est un cratère, Monsieur Riccardetti. Madame, ce sera ni un cratère, ce sera bien un tunnel. Je le dis et je vous le redis. D'autre part, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais parler? Oui, c'est parce que vous n'apportez pas de solution. Non mais attendez, laissez-moi, je ne peux pas en placer une. Donc s'il vous plaît, j'aimerais pouvoir dire ce que j'ai à dire. Voilà, donc le tunnel sous la place Leclerc, nous le ferons. Voilà. D'autre part, fluidifier au niveau de Micropolis, parce que ça aussi, il y a quand même un gros nœud. Hein. Vous savez que dans mon programme, je souhaite déplacer Micropolis et faire une 4 voies de manière à ce que ça circule. Voilà. Tous les gens à Besançon vous le diront,
une ville de cette strate de population qui circule aussi mal, avec un nombre de bouchons, ça n'existe nulle part ailleurs en France. La preuve, là aussi, on parle, le cadre de vie et la mobilité, c'est un écosystème. Et économiquement, c'est important. En fait, il faut savoir que les gens s'y sentent bien. Monsieur Riccardetti, vous parlez de quel bouchon? Parce qu'en fait, il y a des points noirs sur la ville de Besançon. Voilà, il y a bientôt que des points noirs. Il y a des points noirs à Pouilly-Français, à Pouilly-les-Vignes, il y a des points noirs à Boussières, il y a des points noirs à Saint-Vite, il y a des points noirs. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait sur un bassin de vie. Et qui n'a pas été fait, et qui était compliqué pendant 6 ans de mandat. Qui est aujourd'hui travaillé avec l'État et la région. Vous ne voulez pas l'entendre. Déplacer Micropolis, je vous le dis, il va falloir que vous m'expliquiez votre budget. Et c'est surtout que la RN 57, la RN... Je vous en parlerai. À partir du moment où on a travaillé, on a gagné le fait que les camions ne viennent plus par la RN 83, on a déjà réduit l'impact sur la RN 57. Pas du tout, pas une minute de bouchon en moins. Eh bien si, je vous le dis, redemandez aux personnes qui le vivent. Non mais je circule, circule. Ben, c'est dommage que vous circuliez en voiture, monsieur. Non, pas du tout, je circule aussi en vélo. Si vous me connaissiez un peu mieux, vous me verriez très souvent en vélo électrique à Besançon. Et on pourrait parler aussi des voies cyclables, qui elles, ça aussi, sont complètement ineptes. Les voies cyclables, ce ne sont que 4 km sur 500 km qui ont impacté la voirie. Donc les voies cyclables, c'est justement devenu une espèce de leitmotiv. Non, mais voies cyclables. J'étais en train de faire des compliments. Ah ben, très bien. Alors, allez-y. Sur le volume des voies cyclables. Vous êtes d'accord sur ce qui a été fait au niveau des pistes cyclables et des aménagements? Attendez, je suis d'accord sur le volume des pistes cyclables qui ont été faites, simplement, elles arrivent dans des cul-de-sac. Venez avec moi derrière moi en vélo, vous verrez, on arrive à un endroit, il y a une piste cyclable neuve qui a été faite, vous arrivez au bout, vous ne savez même plus où aller. Vous savez ce que ça veut dire de créer des pistes cyclables dans un site historique comme Répondez-moi. Besançon? Non mais répondez-moi. Oui, je vais vous répondre. Comment ça se fait qu'une piste cyclable arrive dans un cul-de-sac? On a des pistes cyclables qui ont un tracé qui sont complétés d'année en année. Pourquoi? Parce qu'il faut racheter du parcellaire, parce qu'il faut retracer justement l'ensemble des parcours. Il n'y a pas de cohérence. Bien sûr que si, vous avez ce qu'on appelle un schéma cyclable, monsieur. Mais regardez à Dole. Non, mais moi je vous parle de Besançon. Mais oui, parce qu'on parle toujours de... Ne parlez pas de Dole, parce que vous savez, de l'écologie... Les Bisontins qui ne roulent pas, Dole, ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est des solutions à Besançon. Bon, sur les mobilités, on a compris que vous n'aviez pas tout à fait la même façon d'aborder les choses. Je vous propose, le temps passe, d'aborder le deuxième sujet, notre deuxième thématique. Nous allons parler urbanisme, logement et aménagement durable. Deuxième sujet, le logement. Besançon est une ville qui manque de logements, ou est-ce que l'offre et la demande s'équilibrent concrètement? Est-ce qu'il faut en construire, envisager des réhabilitations? Les futurs quartiers, on les met où? C'est l'objet de cette deuxième séquence. Je vous propose de commencer avec vous, Séverine Véziès. Comment est-ce qu'on évite que la ville soit réservée à ceux qui en ont les moyens, d'autant plus quand on décide de limiter les nouveaux programmes immobiliers, les constructions? Et bien surtout, on arrête de démolir. À Besançon, notamment dans le cadre de l'ANRU, il y a quand même eu beaucoup de logements. C'est 1190 logements qui ont été détruits sur un certain nombre de nos quartiers. Et même les reconstructions qui sont envisagées ne couvrent pas ces besoins. Donc nous, on s'opposera à toute nouvelle démolition, évidemment. Notamment parce que aussi ça déracine des populations qui ne veulent pas quitter leur quartier. Et souvent, non seulement on détruit leur logement, mais on les oblige à quitter leur quartier, notamment dans le cadre de l'ANRU. Et nous, ça, on s'y oppose formellement. Donc nous, on va proposer évidemment la construction de nouveaux logements sociaux et de logements conventionnés dans le public et dans le privé, puisqu'on va proposer le conventionnement de logements également dans le parc privé. On propose 300 logements de plus sur le mandat, en plus du PLH qui est prévu actuellement. Et on propose également que progressivement, sur l'ensemble des logements bisontins, il y ait un tiers de logements qui soient conventionnés, parce qu'il y a aussi le nombre de logements, mais il y a l'accès au logement aussi. Et c'est une vraie problématique, la question des loyers, la question des charges. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut se poser, notamment pour permettre le logement aussi des plus jeunes, notamment des étudiants. Et là, pour ça, on propose des plateformes pour permettre l'habitat partagé et intergénérationnel, mais également les familles monoparentales et les familles avec enfants qui ont beaucoup de mal à se loger. Donc, on ne démolit plus, on réhabilite. Et quand on reconstruit, on construit sur des zones déjà artificialisées. Éric Delabrousse, où est-ce que vous placez le curseur entre le foncier privé et le social? Vous mixez les deux, vous faites comment? Alors aujourd'hui, à Besançon, au sens du logement, effectivement, il y a un besoin de logement. Aujourd'hui, il y a plus de 70 000 logements à Besançon, il y a 16 000 sociales. Il faut savoir que sur GBM, on est 18 000. C'est-à-dire que la proportion de la ville sur GBM est quand même très marquée aujourd'hui, mais ça nécessite... voilà.
Nous, on propose un inventaire d'abord des lieux vacants. Moi, je participe de l'idée que la rénovation est le temps premier avant de chercher du neuf. Le ZAN, le PLRI, c'est des choses importantes et il faut, voilà. La mixité sociale aussi. Et je rejoins également, mais pourquoi est-ce que je ne rejoindrais pas, l'idée que ces logements doivent aller aux jeunes ménages, aux ménages les plus modestes en priorité. C'est des logements qui doivent être adaptés au grand âge, adaptés aux familles monoparentales. Je crois qu'à Besançon, on est autour de un peu plus de 20% de familles monoparentales. C'est quelque chose d'important. Des loyers encadrés. Et puis, Séverine Vézias a parlé de la fameuse ville du quart d'heure. Il faut la proximité des services. C'est-à-dire que là où on va les mettre, ça sera peut-être une question. Où est-ce qu'on les met? Ces logements neufs qui devront, malgré tout, être faits. Il faut les faire avec une verticalisation et un foncier maîtrisé. Et il faut les mettre dans des endroits proches des services, proches de l'administration, proches également des commerces, des lieux de culture, de sport. Il y a une vision qui semble plus consensuelle sur la thématique du logement. C'est le cas aussi, Jacques Riccardetti, de votre côté. Je crois que vous proposez des référendums, c'est ça, de quartier. Vous faites comment si les résultats ne sont pas forcément ceux que vous attendez? Non mais écoutez, nous on joue tout à fait le jeu de la démocratie. Si le référendum n'est pas celui qu'on attend, on le respecte. Hein, Vox Populi, Vox Dei, que ce soit dans les quartiers ou que ce soit au niveau national. Voilà. Pour revenir sur la problématique du logement, effectivement, ça peut faire que consensus. Faire effectivement un inventaire, ça me paraît à minima. On a Place Leclerc, le fameux bâtiment. De la Place Leclerc, voilà, le jardin botanique. Voilà, du jardin botanique qui là est complètement en déshérence. Voilà, là il y a une place foncière où ce serait important de faire quelque chose. Effectivement, la rénovation, ça me paraît essentiel avant de reconstruire. Je rappelle quand même qu'il y a eu une étude et qu'on voit que le mètre carré à Besançon a tendance à baisser. Hein, donc ça veut dire que l'immobilier va pas si bien que ça. Donc faire des constructions nouvelles, ça me paraît quelque part assez compliqué. D'autant, comme je vous le dis, le foncier neuf est en train de se dévaloriser à Besançon. Mais tout ça, ça participe, Madame le maire, d'un écosystème. Enfin, c'est que finalement, on n'est pas si bien que ça à Besançon. Besançon. Un article du promoteur, un des promoteurs principaux de ce matin, il vous expliquera que justement, ça va plutôt bien à Besançon. Et même, alors on a lu le même article, mais on n'a pas du tout la même analyse. C'est extraordinaire. Oui. Il va falloir qu'on le relise. Il a dit qu'à Besançon, il y a un foncier sans doute plus disponible qu'ailleurs. Il n'a pas dit que tout était merveilleux. Ah non, je vous invite à relire ça parce que en fait, nous sommes aujourd'hui avec des promoteurs qui sont en train d'investir sur Grette-Brulard, qui sont en train d'investir sur Saint-Jacques, qui sont en train d'investir sur la place du... Saint-Jacques, parlons-en. Qui sont en train d'investir sur la place... Vous avez eu beaucoup de difficultés, hein? Non, pas du tout. On a repris un projet que j'ai repris d'ailleurs Jean-Louis Fousseret, qui était tombé à l'eau avec le CHU. Voilà. D'accord. Anne Vigneault, est-ce que Besançon est suffisamment construit pendant votre mandat et comment on trouve le bon équilibre pour loger tous les habitants, y compris les jeunes, sans tomber dans la bétonisation Regardez les chiffres de l'article de ce matin, il est très intéressant. Il donne justement la trajectoire dans laquelle nous étions pendant tout ce mandat, avec 2 ans de Covid, je le rappelle. Et ensuite, nous avons réussi à faire en sorte de relancer 4 quartiers urbains, ce qui n'arrive pas dans pratiquement aucune ville. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit aussi, c'est qu'on a une réserve foncière sur du foncier qui était déjà urbanisé. Donc on a Saint-Jacques, on a Grette-Brulard, on a les Hauts-du-Chazal, on a les Vettes, et on a bien sûr aussi le nord de Viotte. Donc nous avons là... Je ne suis pas sûr que les Vettes parlent à votre... Alors, je suis pas sûre que les Vettes ont non. Faites attention parce que vous allez être obligé de vous entendre. Donc, bien sûr, mais on n'est pas. Hein. Ah, mais moi, je suis capable de parler... Sur les Vettes, petit tour de table très rapide sur la position sur les Vettes. Séverine Vézias. Oui, alors nous, on est évidemment opposés au projet tel qu'il a été proposé par la majorité sortante, notamment parce qu'il n'y a pas un respect total de ce qui est ressorti de la Convention citoyenne et parce qu'il y a encore des constructions, notamment de 10 étages, qui longent la zone humide et les jardins populaires. Donc nous, on est opposés à ça et surtout, on pense qu'il faut repenser la ville autrement. C'est-à-dire que l'urbanisation c'est pas l'urbanisation qui doit faire subir à la nature et donc c'est la raison pour laquelle nous, on prône la création du parc naturel des Vettes. Ça fait partie d'un des 4 de nos alter-projets. Et l'idée, c'est de repenser ce projet avec les habitants, avec les usagers, avec les associations, etc. Et surtout, d'ouvrir les Vettes à l'ensemble des Bisontins et des Bisontines, parce que ce projet, ça ne doit pas concerner que les habitants des Vettes. Et c'est important d'avoir des sentiers
pédagogique et de réfléchir à l'esprit de ce quartier qui doit être lié à tout ce qui est agriculture bio, terrain maraîcher, etc., etc. Mais en tout cas, nous, on proposera une nouvelle façon de faire les choses on part de la nature et c'est ce qu'on appelle le processus des parcs naturels. C'est exactement le projet que nous avons monté, puisque... Madame Vigneault, il y a des immeubles de 10 étages qui longent une zone humide. C'est pas tout à fait... mais nous, on va être en désaccord sur ce point, mais c'est pas grave. On en discutera parce que nous sommes vraiment dans le respect. Non, mais tout ce qui vient d'être dit est pour moi correct, tout à fait, avec effectivement des zones qui étaient déjà viabilisées sur lesquelles nous allons concentrer effectivement la construction. Vous le disiez tout à l'heure, il est nécessaire d'aller sur plus de verticalité, mais avec un accès à la nature. Jacques Riccardetti, très rapidement, et puis on terminera avec Éric Delabrousse sur ce sujet avant de passer à la séquence suivante. Là, on rigole presque. Pas de fausse opposition. Ces gens-là s'entendent et vont s'entendre. Il n'y a aucun problème. Plus de verticalité, donc on va monter au-dessus de 10 étages, Madame le maire ? Non. Parce que, attention, vous n'allez pas être d'accord avec votre futur mais associé. Ne vous faites pas de soucis des pour nous, les Vêtes, c'est effectivement une ferme pédagogique. Mais vous allez la construire où, la ferme pédagogique, du coup, monsieur Riccardetti ? Regardez, sur les zones humides. Tout à fait un foncier sur les... Exactement. Où exactement. Vous voulez que je vous sorte un plan ? Oui, tout à fait, si vous voulez. Entre la voie, je connais très bien la zone. Oui, parfait. Entre la voie du tram, les immeubles et la voie de chemin de fer. Voilà. Tout simplement. Et là, vous avez de la place. Et ici, ce sont des zones maraîchères aussi. Ce ne sont pas des zones artificialisées, monsieur. Non, mais attendez, je vous parle d'une ferme pédagogique. Je ne vous parle pas de bâtiment. Voilà. Du coup, une ferme, il n'y a pas de bâtiment. Comment ça se passe, du coup ? Vous savez, vous pouvez monter... C'est en plein air ? Oui, ça peut être en plein air, d'accord, ok. Éric Delabrousse, on va peut-être préciser un petit peu plus le projet. On termine le sujet des Vêtes avec vous, Éric Delabrousse. Alors moi, je me reconnais dans quelque chose de modéré parce que il ne faut pas oublier d'où viennent les Vêtes. C'est un projet qui transcende les années, là. Un serpent de mer, mais au départ, on partait sûrement de quelque chose qui n'était pas recevable. Aujourd'hui, je pense que les 600 logements dont parle Madame la maire est supportable. La verticalisation des 10 étages, c'est la seule chose qui aujourd'hui est parfaitement irrecevable. Encore que, là j'entends beaucoup de caractère irrecevable. Je pense que j'ai parlé de verticalisation et d'empreinte foncière modérée. Il faut conserver évidemment le caractère végétal, enfin tous ces jardins doivent être maintenus. Mais n'oublions jamais que ce quartier a été pensé avec 2 arrêts de tram, une école à construire et des logements pour des familles qui ne sont pas privilégiées, qui sont des familles qu'il faut loger à Besançon. Bien sûr. Le temps passe, je vous propose de faire un point sur les temps de parole. Anne Vigneault est en tête avec 6 minutes 30 de temps de parole. On a ensuite Jacques Riccardetti, 5,57, mais c'est assez serré. Séverine Véziès à 5,50, Éric Delabrousse à 5,03. Je vous propose de passer au thème numéro 3. Nous allons parler économie locale, commerce et emploi. Est-ce que Besançon est aujourd'hui attractive économiquement, oui ou non? Et si le commerce et l'emploi sont dans le vert, question qui n'est pas évidente, car on le sait bien, comme beaucoup de sujets, l'État porte notamment sa part de responsabilité. Anne Vigneault, on sait votre attachement à l'économie sociale et solidaire. Quelle perspective, en revanche, pour les acteurs économiques, notamment les entreprises, si vous êtes reconduite à la mairie de Besançon? Moi, j'ai aucun problème avec le monde économique, malgré la rumeur. En fait, on a développé des zones d'activité, on les a modernisées, on a renforcé, on a créé une logique d'aménagement du territoire avec l'établissement de zones pour l'artisanat, parce qu'on ne parle pas seulement en économie, on ne parle pas seulement de la ville de Besançon, mais bien sûr d'un territoire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on conforte les écosystèmes économiques, comment on conforte les filières. Et je le dis, ça passera aussi par les coopérations avec les territoires environnants. Donc moi, j'ai aucun problème et la preuve, c'est que nous avons de plus en plus d'entreprises qui viennent s'installer et nous avons eu création d'emplois sur Besançon. Éric Delabrousse, vous proposez, vous, un audit. Est-ce que ça ne va pas retarder votre action? Non, mais il faut savoir, aujourd'hui, effectivement, on a environ 2000 créations d'entreprises annuelles, sachant on a 5% d'industrie et de grandes entreprises. On est surtout sur de l'entrepreneuriat, du petit entrepreneuriat. Pour moi, très clairement, il y a les mesures très importantes pour que le monde économique et les entreprises puissent venir à Besançon, s'installer et y durer. C'est proposer du foncier, ça c'est une nécessité. C'est réduire peut-être tout ce qui est cotisation foncière, en tout cas travailler là-dessus.
Il y a un accompagnement. La ville, c'est pas encore une fois, le monde économique n'est pas une prérogative de la ville elle-même. Hein. Elle est même pas celle complètement de GBM. Enfin, en tout cas, c'est une vice-présidence de GBM. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il faut accompagner ces entreprises avec un guichet unique. Il faut créer des réseaux au travers des acteurs locaux, notamment la CCI. C'est valoriser nos filières. On a vraiment des filières d'excellence à Besançon. Hein. Tout ce qui est autour de la bio-innovation, des microtechniques. Et donc, ce territoire d'excellence, il doit être porté, il doit être communiqué plus fort, plus loin. Et dernier point, j'aimerais dire, on ne peut pas se contenter de ça. Pour que les entreprises s'installent et que les gens restent pour travailler, il faut un cadre de vie. Et donc, il faut que les salariés puissent y trouver des mobilités, des écoles, des logements, tout ce qui fait quelque chose d'agréable pour que les gens veuillent rester et travailler à Besançon. Séverine Vézès, votre modèle repose beaucoup sur le public et le social, mais comment est-ce qu'on crée de la richesse si on n'attire pas le privé? Alors, je ne vais rien vous apprendre quand je vais vous dire que le tissu local bisontin, c'est beaucoup de TPE, PME et l'essentiel finalement de leur croissance repose sur le carnet de commandes. Et le carnet de commandes, c'est le pouvoir d'achat des bisontins et des bisontines. Donc quand on permet aux bisontins et aux bisontines de pouvoir vivre dignement, eh bien on leur permet aussi de donner des débouchés à nos entreprises. Je rappelle qu'à Besançon, il y a 23% des ménages bisontins qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je rappelle que 83% de la pauvreté dans GBM est essentiellement à Besançon. Donc c'est important d'avoir des mesures sociales parce que c'est du pouvoir d'achat. Néanmoins, on fait aussi de l'économie à la France Insoumise et moi-même je suis prof de gestion donc je connais bien le sujet. Par exemple, Besançon est une terre de coopération, les coopératives, le Doubs, etc. Et donc, on veut créer une coopérative maraîchère et une légumerie en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les vêtements, une coopérative également immobilière qui va être chargée de racheter les locaux commerciaux vides et ensuite de les louer à des petits commerces et des artisans dans le cadre d'un bail tremplin. Et ça, c'est important parce que quand on regarde l'évolution du centre-ville, on est dans un centre-ville qui n'est plus un centre-ville marché, mais un centre-ville avec plutôt des structures qui s'ouvrent de services, de restauration rapide, etc. Et donc, on a aussi, dans les politiques publiques qu'on va mener, une orientation à donner à notre centre-ville pour que ça reste un centre-ville marché. On va également demander une candidature pour le dispositif territoire zéro chômeur longue durée, parce que c'est important. On peut créer des entreprises à but d'emploi. Et puis, favoriser la création de coopératives d'activités d'emploi qui permettent à des auto-entrepreneurs d'avoir des moyens partagés et d'avoir des statuts en termes de protection sociale qui puissent les protéger. Et donc voilà, on a un ensemble de mesures et notre alter-projet, qui est le centre d'ingénierie et de recherche low-tech. Monsieur Delabrousse parlait tout à l'heure effectivement des richesses de notre territoire sur le plan microtechnique, etc. Je pense que c'est important qu'on donne un nouveau souffle et le low-tech, c'est aussi une technologie d'avenir au regard du réchauffement climatique. Et puis parler des commerçants aussi. Parce que les commerçants, c'est une grosse partie de l'entrepreneuriat byzantin. Jacques Lecardetti, pour terminer ce tour de table. Oui, voilà, moi je voudrais, tout le monde autour de cette table trouve que tout va bien économiquement à Besançon. Moi, je pense que c'est pas le cas. Je voudrais reprendre. Quand je dis qu'il y a 23% de ménages, écoutez, je vous ai pas coupé. C'est pas tout à fait la même chose. Je voudrais reprendre l'étude du Figaro qui est sortie aujourd'hui. Il y a 50 villes où il fait bon entreprendre. Besançon n'est même pas cité dans les 150, dans les 50. Pour mémoire, la première est Angers, donc vous voyez une strate qui nous ressemble, et Dijon est 22e. Enfin, voilà. L'horizon. Peut-être, très bien. Angers, oui. Pourquoi pas. Bon, donc voilà, donc tout ne va pas très bien. Bon, pour nous, ce qui est très important, c'est revivre le commerce de centre-ville. Mais tout ça, c'est un écosystème. S'il fait pas bon vivre, si on trouve pas de logement, s'il y a de l'insécurité, les gens n'y viennent pas. La preuve. Voilà, Besançon est en dehors de ces 50. Pour nous, c'est une politique volontaire de préemption par la ville des fonds de commerce qui se libèrent. Voilà. Et on sera sans doute aidé par une proposition de loi qui passe cette semaine au Parlement pour pouvoir préempter plus facilement la ville des fonds de commerce et orienter un type de fonds de commerce dans une rue ou un quartier. Bien évidemment, là encore, pour faciliter le centre-ville et le commerce du centre-ville qui est très important, hein, c'est le cœur de ville, c'est l'image, c'est le tourisme, libérer des parkings gratuits le samedi et 2 heures entre midi et 2. Ça, c'est un axe. Personne n'a parlé des commerçants autour de cette table. Monsieur Delabrousse, un peu au raccro. Je pense que c'est très important. Nous avons un centre-ville qui se meurt et c'est l'économie. Le centre-ville, c'est la vitrine. En fait, c'est très important. On peut en parler, monsieur Ricardetti. Si on nous questionne sur les commerçants, j'ai plein de choses à dire sur les commerçants. Mais sur les sujets. En fait, parler du rachat des locaux commerciaux par une coopérative et la location d'un bail tremplin pour les petits commerces et les artisans, j'en ai parlé. Malheureusement, vous n'avez pas été suffisamment attentif, non, monsieur Ricardetti. On a une foncière déjà qui rachète aussi des murs pour le commerce. Et écoutez, puis ça se voit pas
pas, Madame Vignon. Oui, vous avez fait tout un tas de choses. Excusez-moi, vous disiez tout à l'heure que vous ne vouliez pas être coupé. Je allez. vous dis simplement, on a aujourd'hui un classement au niveau du centre-ville de Besançon. Tout va bien. Eh bien, j'ai pas dit que tout allait bien. J'ai dit qu'on avait on a un centre-ville qui résiste bien dans une crise qui est nationale et internationale en matière du commerce. Les Donc, commerçants vont entendre. Oui, mais j'en parle très souvent avec eux. Et les commerçants, je vous le dis, ils souffrent de la mondialisation. Ils souffrent d'un néolibéralisme qui ne fait aucunement attention à l'économie locale. On souffre de... Le mondialisme, il regarde comment payer son loyer, ses employés. Non, le commerçant du centre-ville. Non, vous trompez. Les commerçants souffrent aussi d'un défaut d'attractivité de la ville elle-même par rapport à son embellissement et par rapport à... On va revenir sur le marché de Noël, mais bon, on ne va pas... Noël est passé. Vous irez demander le chiffre d'affaires qu'a fait, par exemple, les commerçants qui sont là, puis vous verrez que l'année prochaine, ils seront à nouveau là. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, parce que le commerce, il est fait par les commerçants. Je le dis quand même. Donc aujourd'hui, il y a eu une transformation du marché de Noël. Allons-y. Il y aura sans doute encore des améliorations parce que nous avons changé de prestataire. Nous avons changé de prestataire, mais je peux vous assurer, allez voir les commerçants qui étaient au marché de Noël. Vous verrez ce qu'ils vont vous en dire. On avance, si vous le voulez bien, avec le 4e thème de ce débat. On va parler jeunesse, on va parler sport, culture, volet associatif au sens très large, et la place que vous accordez toutes et tous à cet univers de la jeunesse et du monde associatif. On commence avec vous, Séverine Véziès. La mairie doit-elle être neutre ou engagée lorsqu'il s'agit d'aider, d'accompagner des associations qui, on le sait tous, ne portent pas toujours les mêmes valeurs? Non, mais à Besançon, c'est une ville où la vie associative est très dynamique et je pense que c'est important, notamment dans une société qui est de plus en plus individualiste et dans une société où la précarité, la pauvreté et l'isolement sont aussi de plus en plus importants. Donc c'est important que la ville soutienne ces associations. C'est important également qu'une ville fasse confiance aux jeunes et qu'elle voit la jeunesse non pas comme une méfiance, mais comme une chance. Et donc, par exemple, Besançon, c'est une ville d'innovation sociale. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Besançon, c'est là qu'a été créé le RMI, enfin l'ancêtre du RSA, qui a ensuite été nationalisé. Et donc, nous, c'est dans cet héritage qu'on s'inscrit. Et donc, on est pour l'expérimentation, par exemple, d'un revenu minimum garanti pour les moins de 26 ans. Vous savez, moi, je suis enseignante à l'université et je vois la différence entre des étudiants qui ont la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider et des étudiants qui travaillent à côté de leurs études. Et bien au niveau des résultats scolaires, souvent c'est un problème. Donc je pense qu'il faut accompagner la jeunesse. Moi je suis pour également faire en sorte que les gens se rencontrent à nouveau et donc la cohabitation intergénérationnelle dont je parlais tout à l'heure. Le sport c'est un enjeu de santé publique, la culture c'est aussi un enjeu d'émancipation et donc nous on va proposer un pass sport et culture de 300 € par an. C'est aussi budgété dans notre programme pour les enfants de familles modestes avec également des bourses municipales d'équipement chaque année, des journées découvertes parce qu'il y a aussi, il y a déjà une journée découverte qui existe, mais l'idée c'est d'en faire plusieurs dans l'année. Journée découverte du sport parce qu'on a des enfants en fait qui ne vont pas choisir certains sports parce qu'il y a une question parfois de classe sociale, tel et tel sport et donc on s'auto-censure et donc c'est important que l'on fasse à nouveau vivre cette mixité et qu'on fasse découvrir les sports aux enfants. Et puis au niveau de la culture, on propose également la gratuité des musées municipaux pour les Bisontins et les Bisontines. Et puis on pourrait parler de notre alter-projet de la Citadelle de l'Utopie, mais je ne suis pas sûre si on va avoir le temps, mais en tout cas, il existe et vous pouvez le retrouver sur notre site. Vous avez un petit peu d'avance, Séverine Véziès, si on fait un point sur les temps de parole de chacune, de chacun. Vous êtes en tête, Séverine Véziès, avec un petit peu plus de 10 minutes, 10,04. On a ensuite Anne Vigneault à 8,29. Jacques Riccardetti à 7,42. Éric Delabrousse, c'est vous qui êtes un petit peu à la peine en temps de parole, j'entends, avec 6,42. Éric Delabrousse, les finances, on le sait, ne sont pas extensibles. Vous serez obligé de flécher vos dépenses. Ce sera plutôt la jeunesse, le sport, la culture. Je ne vois pas la problématique qu'il y a à faire un tout ça. Je pense que jeunesse, sport, culture, typiquement pour une ville dont on veut à laquelle on veut donner de l'attractivité, tout ça est bon. En termes de jeunesse, je pense très clairement que il faut, on a parlé du logement, il y a un accès au logement, il faut que nos jeunes puissent vivre d'abord à Besançon. Ensuite, très clairement, c'est une thématique un peu large, culture, sport. En termes de sport, moi je participe de l'idée aussi d'un passeport santé. Je pense que les jeunes ont besoin de découvrir, de pouvoir le faire et aider à pouvoir le faire.
Il y a aussi un problème d'infrastructure. Aujourd'hui, à Besançon, bon, c'est peut-être pas le lieu de déborder là-dessus, mais aujourd'hui, le sport à Besançon nécessite d'être soutenu dans tous ces axes, hein, depuis la santé, la jeunesse, l'insertion, jusqu'au sport professionnel et l'événementiel. La culture, c'est très important. J'ai peur qu'on n'en parle pas, donc je vais parler de culture. On a un gros sujet culture dans notre projet. Il est porté par Kim Nézard. Kim Nézard, c'est un artiste bisontin qui me fait l'honneur et le plaisir de soutenir ma liste. On veut soutenir aujourd'hui à Besançon, on a l'ISBA. L'ISBA, c'est quand même un institut de formation qui est extraordinaire, mais derrière, nos jeunes créateurs, nos artistes locaux n'ont pas vraiment de débouchés. On souhaite créer une authentique pépinière. Alors, il y a bien l'histoire de la friche artistique, mais il y a quelque chose à projeter là-dessus. Des arts dans les quartiers, un pass culture et tourisme élargi. Donc, je reviens sur des choses de tarifs et de gratuité pour les musées. Des week-ends festifs. Alors, on revient sur les associations. Je crois qu'il y a une nécessité ou un win-win, un gagnant-gagnant, pour parler français, entre ces associations qui pourraient participer à l'attractivité de la ville, à faire découvrir leur sport, à faire découvrir dans des lieux importants et patrimoniaux de la ville et des lieux du centre-ville pour qu'il y ait un engagement de ces associations contre, évidemment, des subventions qui seraient un peu plus regardées. Je finirai avec ça. Je trouve qu'il y a un peu trop de saupoudrage. Je ne dirai pas pour quelle raison, mais il y a un peu trop de saupoudrage. Je pense que toute association, comme dans d'autres situations, devrait être regardée à l'aune, pas simplement de l'efficacité produite ou des résultats sportifs, mais aussi à l'aune de qu'est-ce que ça donne à cette ville, à Besançon, parce qu'au final, c'est de Besançon qu'il s'agit. Jacques Riccardetti, on a des associations, notamment des associations de quartier, qui craignent d'être coupées des subventions si le RN l'emporte. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds que ce ne sera pas du tout le cas. Voilà. Vous continuez d'aider, de subventionner les associations. Non, mais on subventionnera les associations qui le méritent, ça me paraît... Qui le méritent. Ah oui, bien sûr, qui le méritent, qui ont des résultats. Pas toutes. Celles qui le méritent et celles qui ont des résultats. Ce ne sera pas des subventions idéologiques. Voilà. Pour revenir à la culture, alors c'est parce que la culture c'est très important, mais nous la culture, contrairement aux autres débatteurs autour de la table, on va en faire un levier économique. Parce que moi j'ai connu Besançon, hein, j'y suis né, je le répète, hein, j'ai connu Besançon où il y avait un véritable essor culturel, particulièrement en termes de concerts et rock et compagnie. Chacun se souviendra peut-être de l'époque Pinard, où il y avait vraiment une industrie culturelle qui fonctionnait. Aujourd'hui on n'a plus d'outils, on a laissé passer le cap. Le Zénith est à Dijon, nous avons l'Axone à Montbéliard, et au milieu, vous avez Besançon, il n'y a plus rien, plus aucune programmation. Parce qu'il faut savoir que l'industrie culturelle, au niveau national, aujourd'hui, c'est des chiffres, quasiment des hausses de chiffre d'affaires à quasiment 10%. Hein. Je suis bien placé pour vous en parler. Donc, voilà, je suis bien placé pour vous en parler. Je pense que la culture, ça doit être un levier économique, et Besançon doit absolument se tourner vers ce levier économique qu'est la culture, et bien évidemment par la construction du Zénith aux Auxons. Jacques Riccardetti, on a parlé culture. Sur la jeunesse, très rapidement, la jeunesse et le sport. Mais bien sûr, c'est très important. Moi, quand je vais au stade et que je vais voir la pauvre équipe de foot et les pauvres équipes de foot à Besançon, j'ai envie de pleurer. Madame Vidu. Qui vous entend. Non, j'ai envie de pleurer parce que quand je vois les installations qui sont à leur disposition, le stade et les vestiaires, ça fait presque pleurer. Ouais. Voilà, là aussi, c'est l'indigence. Anne Vigneault, peut-être pour répondre à Jacques Riccardetti, et puis sur votre programme, sur le plan culturel, sportif, associatif, est-ce qu'il sera dans la lignée ? En fait, j'inviterai tout le monde à regarder mon programme parce que là, ça serait trop long. Et je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, les budgets qui sont aujourd'hui envisagés ciblent ce qu'on appelle du fonctionnement. Non, mais vous êtes en responsabilité. On parle de subventions que vous pouvez donner à la mairie. Voilà. Pardon, excusez-moi, c'est que vous ne connaissez pas le fonctionnement. Quand vous avez une association qui reçoit une subvention, qu'elle mène une opération, elle est en général accompagnée par l'État, par la région, par le département, par la ville de Besançon. Aujourd'hui, les seuls qui maintenons l'ensemble de nos subventions pour les associations, les seuls. Je suis conseiller régional. Pour la culture. Voilà. Pour la culture. Mais je ne vous parle pas que de la culture. Je ne vous parle pas de la culture. Je vous parle du sport, je vous parle de tout. On parlait culture. Non, on ne parlait pas de culture. Si, on parlait culture. On est dans le sujet culture. Vie associative. Séverine Vézès. Oui, moi je voudrais juste préciser que la première intervention que j'ai faite, j'ai fait le lien entre la situation nationale et la situation locale, et on vient de constater, comme vous l'avez dit, que oui, les budgets qui sont votés au niveau national ont des conséquences locales. Et je
vois qu'autour de la table, beaucoup ont participé avec ce gouvernement à soutenir le budget qui a été voté, notamment le budget de la loi de finances. Monsieur Delabrousse avec Horizon, le Rassemblement national qui s'oppose à de nouvelles ressources et le Parti socialiste. Nous ne sommes pas les partis qui nous opposons le plus. Et le Parti socialiste qui, en refusant la censure, a fait voter un budget. On n'a pas refusé donc la oui, il y a censure, des je crois liens. pas, hein. Et je parle du Parti socialiste. Ok. Et donc il y a des liens Vos effectivement futurs alliés. entre ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau local. Donc il faut avoir une cohérence et il faut en être conscient. Non, mais il faut prioriser. Aujourd'hui, à Besançon, dans le tissu associatif, il y a plus de 70 000 bénévoles. Ça aussi, il faut voir aussi cette manne, elle existe. Mais heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Anne Vigneault. En fait, ils ont été reconnus comme étant vraiment fondamentaux. Bien sûr. Nous travaillons avec eux pour les aider à renouveler aussi le bénévolat. Non, parce mais que malheureusement, je le dis en bien. Mais je vous dis aussi simplement que bien sûr que peut-être l'État aujourd'hui, on voit bien, a des difficultés à donner. Aujourd'hui, il y a des solutions en interne et ces solutions, il ne faut pas simplement se retourner et dire l'État ne donne pas. La ville, le budget global de la ville, c'est 225 millions. Après, on en fait des choses, de l'investissement, du fonctionnel, de la masse salariale. On peut juger de ça. C'est quand même des sommes. Donc, c'est du des service priorités. public. C'est du service public. Et d'autant plus qu'on a de plus en plus d'attentes, on a de plus en plus de fermetures d'un certain nombre de services. La ville de Besançon, elle est dans l'inconditionnel. Elle reçoit à la mairie. Elle permet d'avoir la maison France Service. Mais en disant ça, vous poussez à ce que quelqu'un essaye, que ça soit quelqu'un d'autre qui essaye de faire mieux, vous voyez. Parce que là, vous dites ça va pas très bien et je n'arrive pas à travailler dans ces conditions. Les conditions, elles existent. Les conditions, elles existent. Je suis en train de vous dire que nous avons maintenu un budget, mais on va en parler des finances. On a maintenu un budget comme jamais, un investissement comme jamais pour l'économie locale. Plus de 70% pour l'économie locale. Très dernièrement. Mais pas du tout, mais vous ne connaissez pas les budgets. Reprenez les comptes administratifs. Reprenez tous les comptes administratifs. Évidemment, vous êtes la maire de cette ville, j'imagine que vous connaissez les budgets. Sans doute mieux que moi. Je ne sais pas là-dessus qu'il faut commencer à me Je suis content que vous soyez dans l'opposition un peu parce que... Justement, c'est le thème numéro 5 de ce rendez-vous, de ce débat. On va parler finances publiques, gouvernance et démocratie. C'est parti. Et une question principale, vos programmes respectifs sont-ils finançables sans augmentation d'impôts? Jacques Riccardetti, vous prenez le bon sens. C'est quoi le bon sens dans un budget municipal? Écoutez, le bon sens, c'est de pas plus dépenser que ce qu'on a. Voilà, tout simplement. Moi, je voudrais revenir sur tous nos projets. Oui, c'est le principe d'un budget municipal. Oui, mais l'insincérité budgétaire, ça existe aussi. Un budget équilibré, ça s'appelle. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation, je sais. Très bien. Bon, je voudrais revenir sur notre projet phare qui est ce Zénith et dont certains ont raillé la non-faisabilité. Alors moi, je vais vous dire qu'il sera financé par le privé. Il y a plein d'exemples. Oui, bien sûr, parce que que ce soit au niveau sportif et culturel et même pour des parcs expo, la règle c'est pas le public. C'est toujours des financements qui sont croisés avec le privé. Je peux vous donner des exemples. Le Groupama Stadium à Lyon, les Zéniths à Paris ou à Nancy. Je vous invite à regarder le budget. Non, mais attendez, je vous invite à regarder le budget. Vous allez voir qu'il y a de la collectivité derrière. J'ai peur que la ville de Besançon ne soit pas assez attractive aujourd'hui pour mettre beaucoup d'argent privé. Écoutez, il n'y a pas de raison. À partir du moment où vous avez un écosystème et que vous faites envie, il n'y a pas de raison que le privé n'y vienne pas. Mais il y viendra, mais s'il pense qu'aux manettes, il y a quelqu'un avec qui il peut travailler. Exactement. Je pense que la limite est peut-être là. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut absolument changer. Absolument changer la personne qui tient les manettes, Monsieur Delabrousse. Sur ce, on est d'accord. Voilà. Mais c'est parfaitement budgétisé. Nous sommes des opposants à la majorité municipale. Voilà. Après, nous ne sommes pas tout à fait la même opposition. Séverine Vézès, votre programme est ambitieux socialement. Oui. Quelle priorité vous vous fixez en premier? Alors, je voudrais juste répondre sur les partenariats publics-privés, puisque c'est de ça dont est en train de parler M. Riccardetti. Je pense, M. Riccardetti, que vous n'êtes pas suffisamment naïf pour vous dire que le privé fait dans la philanthropie. Si le privé finance de l'investissement public, c'est qu'il en a intérêt. Exactement. Et les partenariats publics-privés, c'est un endettement à vie pour la collectivité. Pas du tout. Si, c'est une réalité. Et donc là, vous êtes en train de dire que vous allez endetter à vie la ville de Besançon et vous allez la mettre pieds et poings liés du privé. Et bien nous, c'est pas ce qu'on défend.
Moi, je voudrais parler démocratie quand même, parce qu'on a dit que c'était une question de gouvernance et comment, au niveau de la finance, on fait en sorte que la population s'investisse. Nous, on est pour des débats d'orientation budgétaire qui soient participatifs et publics, et on veut développer véritablement la co-construction dans tous les domaines de la ville avec les citoyens et citoyennes. C'est la raison pour laquelle on propose le référendum d'initiative citoyenne. Ensuite, effectivement, on a des priorités qui sont toutes dans notre programme. Je ne vais pas toutes les dire parce que effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vous invite tous et toutes à aller regarder notre site fairemieuxbesançon.fr. Il y a même un simulateur de programme. Mais je voudrais vous dire que c'est finançable. Par exemple, quelques chiffres, puisqu'il y a la presse qui l'a d'ailleurs souligné hier, on est le seul programme pour l'instant qui est chiffré correctement. Les investissements, 78 millions d'euros sur le mandat, ça représente 2 années d'investissement moyen de la ville selon le rapport de la Cour des comptes, sachant qu'il peut y avoir des subventions avec d'autres collectivités, notamment pour les projets culturels. Au niveau du fonctionnement, c'est plus 12 millions par an. Sur le budget hors transport, donc j'en parlais tout à l'heure, ça représente 1/3 de l'excédent brut de gestion de la ville, qui était de 35 millions d'euros en 2023, et la moitié de l'autofinancement net de la ville en 2023. Donc notre programme, il est chiffré, il est détaillé, et il met en évidence les 4 piliers dont je parlais tout à l'heure, notamment de permettre aux Bisontins et aux Bisontines de répondre à leurs besoins, se loger, se nourrir, s'instruire, se soigner, bien vieillir, etc. Une question que se posent celles et ceux qui nous regardent, Advigno, si vous êtes réélu, les impôts augmenteront ou pas? Pour l'instant, il n'est pas question d'augmenter les impôts. Aujourd'hui, il est question d'avoir un budget qui est toujours plus ambitieux en matière d'investissement, encore une fois, avec une commande publique qui fait vivre les entreprises locales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de voir qu'on a réduit la dette de moitié. Donc, on est bien plus exemplaire que l'État, hein, je vous le dis tout de suite, alors que nous avons continué à investir toujours plus. Aujourd'hui, on a une trajectoire qui est très simple, qui est celle de continuer aussi à investir sur nos écoles, par exemple, parce que ce que je dois dire, c'est qu'on parle d'Arena, on parle de Zénith, de tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, on s'est emparé des problèmes des écoles. Ça revient en premier. Des écoles. Quel grand projet? Je vous parle de ce qui est la vie. C'est factuel, faut l'admettre. C'est la jeunesse. L'Est républicain, à chaque fois qu'il fait... Pardon, mais je vous parle de la jeunesse, de nos enfants, du respect. Pour l'instant, ils sont dans des écoles qui restent encore je vous parle de questions posées par l'Est républicain qui reviennent toujours sur ces sujets. Vous voyez, en termes de financement, vous ne financerez pas avec le privé des écoles, Mme Avignon. Ben ça Tandis arrive, que les arénas et les Zéniths, si. Il y en a qui... Non, mais c'est que vous connaissez mal le fonctionnement. Non, mais vous connaissez mal ça. L'industrie culturelle, pour moi, est une priorité. Histoire de rejeter complètement. Vous ne connaissez pas. Le public-privé, ça existe aussi sur les écoles, sauf que, comme le disait Séverine Véziès, c'est que c'est de l'endettement pour la ville de Besançon si on allait sur ce genre de choses. Donc, en fait, vous connaissez mal les mécanismes d'une commune, je le dis. Ouais. Je le vois, je le constate dans vos programmes, mais vous verrez quand on va revenir sur l'ensemble de ce que vos propositions que vous faites, c'est juste emmener la ville dans le mur. C'est vraiment ça. Parce que je crois que c'est vous qui l'amenez dans le mur, Madame Avignon. Mais non, parce que regardez mon budget, il est très sain, mon budget. Et les Bisontins vous le diront. Mon budget est très sain et il me permet de projeter et de continuer à construire, à transformer la ville. Avant-dernière séquence de ce rendez-vous, je vous propose sur ce thème numéro 6 de parler solidarité, inclusion et service public. Quelle sera vos priorités numéro 1? Éric Delabrousse, quelle est la politique sociale de votre programme? Vous aidez qui? Déjà, on essaye de générer de l'équité. C'est-à-dire que, évidemment, encore une fois, je répète, mais moi j'ai une politique et des valeurs modérées, et je cherche à soutenir ceux qui nécessitent en premier. Mais ça veut dire qu'il faut augmenter l'accès aux droits, il faut aider évidemment l'inclusion, il faut aider les égalités, les services publics de proximité. Donc tout ça, évidemment, fait partie de l'action sociale. Il faut très clairement, dans cette thématique qui est un peu large, on peut revenir point à point. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué, c'est vaste, mais vous aviez mis en premier point lutte contre les discriminations. Ça, je pense que c'est très important. C'est quelque chose qui est important dans une ville moderne. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Dans notre programme, on a des structures d'accueil, notamment... je pense que c'est assez original, une structure d'accueil pour enfants handicapés, mais aussi, peut-être plus original encore, pour les aidants. Aujourd'hui, il y a toute une population qui sont les aidants et qui souffrent d'être méconnus, mal connus, pas soutenus. Et je pense qu'aujourd'hui, des aidants entre eux la ville pourrait regarder ces aidants. Ça, c'est quelque chose d'important. En termes d'inclusion,
C'est l'accessibilité pour tous, tant sur le plan physique que sur le plan numérique. Alors peut-être ça fait un peu générique tout ce que je dis, mais c'est vrai, c'est véritablement. Non, mais c'est véritablement. On est de l'ordre de la prévention, de la précaution et de l'inclusion. Séverine Véziès, quelle différence avec le programme d'Anne Vigneault sur ces sujets-là, justement, de la solidarité, de l'inclusion? On a l'impression que vous avez des programmes sur cette thématique-là qui se ressemblent. Alors on peut avoir effectivement des points communs, mais par exemple, je prends l'exemple de la cantine. Nous, on va préconiser plutôt une cantine bio, 100% bio et gratuite pour tous les Bisontins et Bisontines, parce que c'est une question sociale, parce que c'est une question de santé publique également, et parce qu'on a encore des petits Bisontins et des petites Bisontines qui arrivent le ventre vide à l'école. Donc on a quelques différences. On a tout un pilier sur cette problématique-là et un plan spécial pour les jeunes, spécial pour les familles monoparentales, pour les personnes en situation de handicap et pour les seniors. Donc on préconise également la brigade du logement, notamment pour lutter contre l'insalubrité et les problèmes de troubles du voisinage. La carte famille monoparentale, c'est à peu près 24% des ménages bisontins et 40% des ménages sans enfants. Et souvent, ce sont des femmes qui ont des besoins particuliers, qui ont des difficultés particulières. Et donc, nous, on propose la mise en place de cette carte famille monoparentale qui permettra à ces familles d'avoir accès prioritaire aux services publics municipaux à des tarifs réduits également. La question de la lutte contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, contre le validisme également, c'est important. Et donc, on préconise la création d'un observatoire de la lutte contre les discriminations qui sera co-géré par les associations, les habitants, etc. Soutien aux associations, on l'a dit tout à l'heure, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est important. Je pense qu'il faut sécuriser les associations et il faut leur donner des conventions pluriannuelles de financement et il faut un jury citoyen pour l'attribution parce que dans un certain nombre de villes, je ne parle pas forcément de Besançon, mais c'est une réalité et c'est la réalité pour certains candidats, notamment à cette élection, qui sont dans le clientélisme et dans le fait d'accorder telle ou telle subvention à telle association. Et je pense qu'il faut sortir de ça. Et je pense qu'il faut revoir également un plan d'accessibilité du centre-ville et des transports pour les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap. On a un plan également prévu pour les seniors afin de favoriser l'habitat partagé, l'habitat collectif et également le maintien à domicile de qualité. Vous voyez que c'est un vaste sujet. C'est difficile d'aller dans des points ultra précis, mais... Moi je vais écouter. Je vais écouter. Solidarité, inclusion, service public. Moi, quand je pense à ça, vous voyez, je pense Planoise, je pense Palande, je pense Clair-Soleil et je pense Battant. Voilà. Battant, c'est le contre-exemple, Madame le maire. Voilà. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Quel rapport avec la question dont on parle La solidarité, l'inclusion et les services publics à Battant et le quartier Battant, voilà, ça c'est quelque chose qui a été délaissé. Mais quel rapport c'est un quartier qui a été parfaitement délaissé. Dans notre projet, c'est le dédoublement du SAS. C'est le dédoublement du SAS qui est à Battant-Champron et le dédoublement aussi de Jeanne-Antide. Ça, c'est très important. Dédoublement, ça veut dire quoi? Dédoublement, mais d'en faire un deuxième, un second. Pas le déplacement, un second. D'accord. C'est une très bonne idée. On pourrait le mettre à l'Observatoire Place Leclerc. Ça serait pas mal. Voilà, ce serait pas très loin. Vous savez qu'il y a un projet immobilier sur l'Observatoire. C'est raté, monsieur. Écoutez, vous ne connaissez pas la ville de Besançon, vous ne connaissez même pas les projets qui sont en cours. S'il y a un projet immobilier que vous avez signé, on pourra toujours le défaire. Et s'il faut trouver une autre solution... Et il faudra le défaire. Vous direz ça au promoteur qui est en train de travailler dessus. Pour le moment, il n'y a rien qui fonctionne. Ni à l'Observatoire et surtout pas à Battant. Et la solidarité à Battant, elle est mise en brèche. Bon voilà, je ne veux pas faire du générique, mais vous voyez, je veux faire du concret. Solidarité à Battant est mise en brèche. En fait, c'est des mots. C'est des mots. Non, pas du tout. Si, vous lancez des mots. Vous allez à la rencontre des associations de Battant, que ce soit peut-être pas forcément Tambour Battant que vous subventionnez à gros flots, mais vous avez tout un tas d'habitants, et vous avez tout un tas d'habitants à Battant qui souffrent. Je peux vous dire, maman habite Place Jouffroy, donc je pourrais vous en parler. C'est un quartier totalement en déshérence où la solidarité n'est faite que dans un sens et que pour certaines personnes. Et quand les gens qui y habitent se sentent plus en sécurité, n'osent plus se promener, quand vous voyez l'ensemble des commerces qui partent en déshérence, vous adorez faire peur, noircir un tableau et ne pas prendre la réalité de la vie. C'est du concret, je ne parlerai même pas de vos bornes. Je parlerai même pas vos banques qui ont isolé ce quartier. On parle de solidarité, d'inclusion. J'ai pas entendu la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie. Nous allons mettre en place un centre LGBT+, Q+, très bien, etc. Vous partagez ce sujet-là? Eh bien, j'entends jamais sur ce genre de dossier. J'ai des priorités dans les sujets. C'est la considération et le respect de la personne. Considérer les gens qui habitent et qui vivent dans ces quartiers. C'est la considération que vous n'avez pas. Moi, j'entends la lutte contre le racisme.
où est-ce que j'entends vos propos en matière de lutte contre le racisme? Non, mais Moi, là, ce il y a que des je- lois, madame, il y a des lois. Mais non, mais je le dis, je n'entends rien. J'entends pas non plus toute la question qui a été faite de lutter contre la lutte intrafamiliale, de la lutte de la violence intrafamiliale, sur toutes ces luttes en fait qui concernent la question du respect, la considération, de l'accompagnement, sur la question de l'handicap. On va être très clair. On a une ville et On peut en moi j'en parler ai du hérité. handicap. Oui, j'en ai hérité. On a crèche, avec vos on a nouvelles trames de école. métro. On a, eh ben non, Votre demandez nouvelle à rame de trottoir tram. libre. Voilà. Demandez à trottoir, Oui, bah. trottoir libre Bah, s'ils écoutez, ont moi des je vous amène avec moi et je vous d'accès. montrerai Bien 10 sûr. cm d'écart entre En fait, les vous ne rames voulez de pas tram. entendre les politiques que nous allons mener. Moi, je suis d'accord. J'essaie Si vous voulez pas, d'être dans le concret, venez pas sur dans le notre conceptuel. programme et vous verrez que nous sommes pleinement dans J'aimerais une ville que vous soyez dans le concret. d'inclusion. Dans le concret. Dans une ville Oui, d'inclusion. c'est des mots. Bien. C'est des mots l'inclusion. Oui, c'est ce que Du vous venez de concret. faire. Vous ne voulez pas Du me concret. laisser parler. Très bien. J'entends. J'entends qu'en fait, vous censurez le fait qu'on vous apporte des réponses. Mais vous n'avez donné aucune solution, sinon de montrer des boucs émissaires. Parce que c'est ça votre ADN, c'est montrer des boucs émissaires pour éviter de prendre des actions qui soient des actions de justice Si on nous sociale. fait confiance, il y aura des actions et ça changera. Oui, ben... Anne Vigneault, très rapidement avant de passer à la dernière thématique, les enjeux sur le plan de la solidarité pour votre prochain mandat, c'est quoi? On va soutenir la Maison des femmes, c'est important. On va continuer à lutter contre la violence intrafamiliale qui est extrêmement importante, qui est à la racine de beaucoup de maux, et il faut le dire. Nous allons bien sûr continuer à travailler, à développer des plateaux dans les écoles qui permettent d'accueillir les enfants handicapés. C'est déjà quelque chose qui existait dans les crèches, dans les écoles et dans beaucoup d'endroits. Nous travaillons avec ce qu'on appelle la CIA, la commission intercommunale qui est d'accessibilité. Et nous allons toujours plus loin sur tous les projets parce qu'ils nous accompagnent pour faire en sorte que la ville soit inclusive, que ce soit au niveau de l'accès des transports en commun, des magasins, des rues, des trottoirs, etc. C'est tout un travail. À chaque projet urbain, nous sommes dans l'inclusion totale. Je le dis, quand nous avons travaillé avec des promoteurs, on leur a dit nous voulons des logements qui permettent de répondre non seulement à la question de l'handicap, mais aussi du vieillissement, la lutte contre les chutes, par exemple. Nous avons besoin de créer des logements qui soient compatibles avec ces questions. Donc, en fait, sur l'ensemble des problématiques, nous avons un CCAS qui est exemplaire, la maison des seniors, la maison de France Service. Je rappelle quand même que la maison France Service, c'est parce que les services publics ont fermé que nous avons été un jour amenés à créer des maisons France Service et que c'est 80% du budget de la ville de Besançon, la maison France Service. Je le dis parce que c'est pour pallier les services publics. Non, mais je le rappelle, les services publics et de proximité, on a un Proxim'Cité qui est extrêmement efficace. Nous allons continuer. Il est efficace, je vous le concède. Eh bien voilà. Donc voilà. Il ne vient pas de vous, il a été créé avant vous. Mais la question, c'est de pouvoir maintenir les services publics, monsieur. Parce que quand on réduit les moyens de la ville de Besançon, eh bien on risque de réduire les services publics. Nous avons maintenu tous les services publics. Dernière thématique de ce grand débat, on va parler sécurité et tranquillité publique. Et un tout petit point sur les temps de parole. Anne Vigneault est en tête avec 17 minutes. Séverine Véziès, 14,59. Jacques Riccardetti, 14,12. Éric Delabrousse à 12,22. C'est peut-être pour la raison pour laquelle je vais vous donner la première question, Éric Delabrousse, sur le sujet de la sécurité. La mairie est-elle efficace aujourd'hui, à vos yeux, dans la répression, dans la prévention en matière de tranquillité publique? Quelle est votre position et votre priorité? On a consulté les Byzantins et cette thématique, sans surprise, est arrivée dans la première des préoccupations. C'est-à-dire que moi, je préfère parler de tranquillité publique que de sécurité au sens vrai, parce qu'il y a certains candidats qui, à mon avis, dépassent les notions et pensent que résoudre le problème aujourd'hui de l'attente des Byzantins, c'est résoudre le narcotrafic à coup de... Voilà, en allant faire le coup de feu dans les quartiers. C'est pas tout à fait ça, les prérogatives. Vous pensez à qui? Je pense à un candidat qui n'est pas là pour dire que je suis en train de parler de lui. Et donc, je pense que... Ludovic Fago, a priori, il n'y a plus que lui. Hein. Bon, ou peut-être Madame Fraisse, mais... je crois pas. Donc, je crois pas. Non, bon, je vais vous dire, je vais vous parler quand même de ce que nous, on propose. En tout cas, il faut agir sur le ressenti et sur la réalité, puisque votre question était ressenti-réalité. Il faut un aménagement de l'espace public. L'éclairage est nécessaire. Un éclairage adaptatif, c'est possible. Aujourd'hui, si on parle d'écologie, d'économie, je pense qu'aujourd'hui, il y a des systèmes LED qui sont peu énergivores.
mais aussi la propriété, la salubrité. Je pense qu'authentiquement, aujourd'hui, qui parle de la tranquillité publique, il y a ce sentiment-là qui participe de ce défaut de tranquillité. Les gens le disent comme ça, l'expriment comme ça. L'augmentation de la présence policière dans l'espace public, il est nécessaire. C'est pour ça que, pour nous, il y a la nécessité d'augmenter, de doubler sur le mandat l'effectif de police municipale. Alors je sais bien les limites qui sont souvent mises en avant, à savoir que c'est difficile de recruter, mais comment on recrute lorsque, évidemment, d'autres villes veulent recruter et que ce qu'on propose en termes d'horaire, en termes d'intérêt, en termes de salaire, diffère autant. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même à faire. L'application des décrets. Il y a des décrets qui existent, mais aujourd'hui, des décrets qui, sur la consommation d'alcool, sur la voie publique, sur les chiens en laisse, la mendicité, des tags, des dégradations aujourd'hui. Des arrêtés. Des arrêtés, oui, des arrêtés municipaux, pardon, qui aujourd'hui existent, mais ne sont sans doute pas autant mis en place, ou en tout cas surveillés dans leur voilà. Et puis, évidemment, des patrouilles nocturnes. Aujourd'hui, il faut voir que la police municipale à Besançon s'arrête à 19h. Je ne me trompe pas là, pour le coup? Si vous vous trompez. Pardon. Mais... Alors dites-moi. En fin de semaine, les 3 derniers jours de la semaine, c'est 22h. Bon. Aujourd'hui, au-delà de 23h, qui est ce qu'on appelle le nocturne, la police municipale... On est en convention. On est en convention avec la police nationale. Voilà, vous êtes en convention. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que ces patrouilles nocturnes municipales puissent travailler en travail conditionné et coordonné avec la police municipale. Et c'est dans ces horaires que c'est possible. La notion de l'armement, j'imagine qu'on va en parler, il faut bien que j'en parle. Pour moi, elle est conditionnée. Elle est conditionnée aux missions, elle est conditionnée aux horaires, évidemment avec une formation. Ça va se budgétiser, on est d'accord. On nous dit aussi, ça va coûter très cher. Oui, mais la masse salariale à Besançon a beaucoup augmenté. Et je pense que cette masse salariale de police municipale... 0,9%. 14% sur les années, sur les 5-6 dernières années. 0,9%. Oui, mais vous me parlez de quand, là? Du mandat. Bon, on regardera. Je vous redonnerai les chiffres. Il est très clair que la masse salariale et les frais de fonctionnement et l'absentéisme ont explosé pendant votre mandature, ça c'est sûr. C'est quelque chose que la Cour régionale des comptes a pointé du doigt, donc vous ne pouvez pas dire non. Chiffres, hein. On souhaite mettre des brigades vertes qui sont plus sur le respect environnemental et des incivilités. Et puis, voilà, une application numérique pour finir peut-être en termes de sécurité qui permet aux personnes de pouvoir signaler des délits ou des incivilités dans la ville lorsqu'ils les rencontrent ou les voient. Anne Vigneault, est-ce que vous reconnaissez le sentiment d'insécurité qui vient d'être évoqué? Et puis peut-être, quelles sont vos solutions? Vous avez parlé de lutte contre le narcotrafic en introduction de ce débat. Quel est votre programme sur ces aspects de sécurité? Je voudrais juste dire pour le recrutement des polices. Vous avez les gendarmes, les policiers, l'armée, tout le monde est en train d'avoir des difficultés de recrutement. Je le dis tout simplement. Donc, tous ceux qui disent... Il faut être attractif. Oui, vous direz ça à l'armée et puis à la police nationale. Je leur dirai si vous voulez, madame. Non, au même titre que vous pouvez le dire. Je vous réponds simplement que des fois, il y a des idées un peu simples, sinon simplistes, qui consistent à dire il suffit de... Mais elles sont dans tous les camps, madame, à ce moment-là. Oui, mais je vous le dis simplement. Voilà. Anne Vigneault, oui, sur votre programme, sur la sécurité. Sur la sécurité, on va se dire que la priorité, elle est malgré tout le narcotrafic, on est bien d'accord. Le narcotrafic, c'est évidemment de travailler sur plusieurs points. La question de la consommation. Personne n'a parlé de la question de la consommation. Aujourd'hui, on a un grave problème qui est celui d'addiction de plus en plus importante et massive sur notre pays. Et donc, on a besoin de travailler sur l'accompagnement des personnes qui sombrent dans l'addiction. Ça, c'est la première chose, parce que c'est quand même un moteur du narcotrafic. Donc, on va continuer à parler que de répression et pas de la source, de la racine du problème. C'est notre programme. Ça n'empêche pas qu'on aille jusqu'à des moyens de répression quand il le faut, mais juste ça. Si quelqu'un ici autour de la table est capable de me dire combien d'effectifs de police nationale nous avons sur nos communes en général, c'est complètement obscur. Quand les gens appellent la police nationale pour des bonnes raisons la nuit, eh bien, nous sommes bien en difficulté de voir la police nationale pouvoir se mobiliser, pas faute d'envie, faute de moyens. Donc je rappelle que par exemple, nous voulons aussi que la police nationale soit bien traitée sur notre territoire. Nous avons besoin d'un commissariat et nous avons mis en œuvre le fait de travailler pour avoir un commissariat sur ce territoire. Eh bien nous attendons que le gouvernement débloque le dossier, ils nous l'ont promis,
Nous n'avons rien. Moi, c'est ça aussi que j'ai besoin. Mais ça fait 2 fois que vous dites que c'est la faute de l'État. Non, je n'ai pas dit que Là, c'est on la est dans faute. un bilan C'est un aussi. engagement et une promesse Ouais. de M. Darmanin. Oui, Excusez-moi, monsieur- j'aime bien parler en tant que politique. J'ai un politique qui vient se permettre de me dire ce qu'il faut que je fasse. Je me rappelle qu'il vous avait parlé de caméras et que vous l'aviez un peu jeté Eh dans les bien, branches. je peux vous le dire, nous avons mis Ça des aide pas caméras pour le financement. sur les lignes. Les lignes de fuite, quand il y a question de criminalité, nous sommes à côté de la police nationale. C'est simplement. Et j'ai aucun policier national qui est là aujourd'hui en train de me dire que nous ne faisons pas le travail ensemble. Nous faisons avec la justice. Mais juste chacun sa place. Jacques Riccardetti, on sait que la sécurité est l'une des priorités du Rassemblement national. Vous armez la police municipale, vous doublez la vidéosurveillance, vous faites quoi? Bon, écoutez, entre la culture de l'excuse et la police tue, nous, effectivement, notre programme, c'est la sécurité. Hein. Non, mais bon, c'est les Moi non filles. plus, hein. C'est les filles. Voilà, la culture de l'excuse et la police tue. Voilà. L'excuse de quoi? Voilà, pour nous, effectivement, c'est Mais le cœur du l'excuse de quoi? sujet. Mais allez Le cœur du jusqu'au bout, sujet, parce c'est que la vous annoncez sécurité. des choses. C'est le cœur de notre projet, c'est la sécurité pour que les Bisontins se sentent bien à Besançon. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est difficile de recruter des policiers municipaux. Moi, je pense qu'à Non, partir nationaux, Non, des gendarmes. hein. Non, mais moi je vous parle de policiers municipaux parce que je vous parle du budget municipal et de la police municipale. Je pense que c'est très important. Pour nous, c'est une police 24 heures sur 24 avec une brigade canine. Vous avez bien, Madame Vignon, réussi à embaucher 60 personnes entre 2003 et 2023 Non, on a- et 2024. Si, Madame. Non, mais si, non, mais non, si. non, on les Donc, a il y a pas de raison. embauchés. Si, On les si, a si. sécurisés. Non, vous avez 30, Ils étaient 31. contractuels. Non, vous avez Mais 31, non, 31 bien sûr que fonctionnaires non. titulaires, 29 contractuels. Mais non, Si, vous si, ne madame. connaissez même Donc, pas les mécanismes si, du les mécanismes, RH. moi, ce que je veux- Mais non. On est volontaire. À partir du moment où on veut des policiers municipaux, on en aura. Et on embauchera des policiers municipaux parce qu'on revalorisera la grille. Pour nous, la sécurité, c'est quelque chose de très important, je vous le redis. Donc, une brigade canine, bien évidemment, on arme la police municipale et on l'a plus que double Et sur vous l'ensemble réglez du quoi mandat. comme problème avec ça? Eh bien, écoutez, il y a déjà... Qu'est-ce que vous réglez comme problème, Eh monsieur? ben, à partir du moment... On est en baisse des chiffres en matière de délinquance, de cambriolage. Mais renseignez-vous auprès de la police non, pas du tout. nationale. là. Pas Les du chiffres tout. viennent se frapper à la À réalité, la du réalité, ressenti, hein. voilà, Eh bien, exactement. oui, bien, vous mais avez je suis d'accord Besançon, avec vous. vous avez Oui. Besançon où il y a le plus de d'accord avec crimes vous. À ce moment-là, et délits proportionnellement Il y a plus peu qu'à de gens Marseille. qui vont comprendre vos bien chiffres, sûr que madame. Plus qu'à Marseille. Si, madame. Vous ne savez pas lire les si. chiffres, monsieur Non, mais bien sûr. Riccardetti, c'est ce Eh que ben, je viens de écoutez, voir. Les Bisontins le lisent. Mais les non, Bisontins les lisent, les chiffres. Non. Mesdames, les Bisontins les lisent, les chiffres. Vous et ne le feront savez pas sentir. lire les chiffres, Non, je mais bien sûr, découvre mais ça. C'est un sentiment d'insécurité qu'on va Je- dire à Besançon. Ah, D'accord. C'est un sentiment, c'est ça? Dites-nous-le, madame. Mais le maire. globalement, monsieur Dites-nous-le, Riccardetti, c'est un ça fait sentiment. 1 Non, mais heure attendez, qu'on débat. Écoutez, Je vous parle à réponds madame si le vous maire. m'avez interpellé, monsieur Riccardetti. Non, je vous ai pas Globalement, interpellé. ça fait Je vous ai pas 1 heure interpellé. que Je vous êtes parlais en à train de madame parler le de maire. Besançon. Ça fait 1 heure que vous êtes en train de dévaloriser Besançon. Non, non. Donc, si vous n'aimez pas cette ville, il ne faut pas vous présenter pour la diriger, cette ville. Non, mais vous faites... Parce que vous n'aimez pas cette ville. Écoutez, Moi, je j'aime voudrais quand cette même parler de ville, j'y vis, j'y sécurité. suis Alors, né, moi. Moi, je Séverine voudrais Véziès, parler, on s'il laisse vous plaît. juste terminer Jacques D'accord. Riccardetti et je vous donne la parole juste après, Ok. Séverine Véziès. Voilà, Pour merci. terminer, pour conclure. Merci. Voilà, donc la sécurité, c'est notre cœur de programme, c'est important pour les Bisontins, tout le monde le plébiscite, il n'y a qu'à voir les différents sondages, les gens à Besançon veulent vivre en sécurité, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Séverine Véziès, Oui. on sait la LFI attachée plutôt à la prévention qu'à la répression. Un peu de répression dans votre programme? Je pense tout simplement que chacun a sa place et chacun ses compétences. Et je pense que sur la table, il y en a un certain nombre qui devraient peut-être se poser des questions sur c'est quoi les compétences de l'État et c'est quoi les compétences d'un maire, notamment quand on veut être maire. La sécurité, c'est une compétence régalienne, c'est une compétence de l'État, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'assurer la sécurité en termes l'égalité devant la sécurité des citoyens et des citoyennes sur l'ensemble du territoire. Donc un maire, ce qu'il doit faire, c'est faire en sorte, obliger l'État déjà à ce qu'il fasse son travail et à ce qu'il fasse en sorte de donner des effectifs de police nationale, un commissariat quand il faut en mettre, et qu'il fasse son travail notamment de lutte contre le narcotrafic et contre le grand banditisme. Parce que toutes celles et ceux qui vous disent qu'avec leurs petits bras musclés, ils vont venir à Besançon et ils vont régler le problème du narcotrafic parce qu'ils sont maires, eh bien ils sont en train de mentir. Aux Bisontins et aux Bisontines, ils sont en train de leur vendre des solutions qui ne sont pas des solutions. Ce que j'ai dit, c'est justement qu'on ne Non, peut non, pas mais résoudre je parlais le pas narcotrafic. forcément de vous, de monsieur Delabrousse. Je parlais peut-être de celui qui est absent et de monsieur Riccardetti. Voilà, chaque chose a sa place. Par contre, un maire, il est en charge de la sûreté, droit fondamental garanti par les droits de l'homme, et de la tranquillité publique, et ça passe par la prévention, en effet, et par la présence humaine. Et nous, on veut développer une police municipale de proximité,
On veut développer également des médiateurs de rue, des éducateurs de rue dans les quartiers qui accompagnent et qui créent du lien. Voilà notre solution. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi l'aspect information, sensibilisation, traitement des addictions, avec des haltes soins addictions. Les violences sexistes, la sécurité, c'est aussi les violences sexistes et sexuelles, également les violences racistes, homophobes et validistes, contre lesquelles il faut lutter. On a un certain nombre d'associations, on a la Maison des femmes, il faut développer ça. Des refuges également quand il y a des violences intrafamiliales. Et je voudrais juste dire un mot sur la vidéosurveillance. Parce que celles et ceux qui croient que c'est avec un flingue et avec de la vidéosurveillance qui vont traiter les problèmes, c'est faux. Je vous donne 2 exemples. Ce sont des villes amies de messieurs et mesdames de droite et d'extrême droite. Nice, Nîmes, ce sont les 2 villes les plus vidéosurveillées en France et pourtant elles ont connu ces dernières semaines, ces dernières années, 70%, une hausse de 70% du trafic de drogue à Nice et à Nîmes, c'est dans les mêmes proportions. Donc nous, moi je l'assume, ce sera un moratoire sur la vidéosurveillance. Eric Delabrousse, vous n'étiez pas d'accord avec le terme de vidéoprotection, vidéosurveillance? Non, aujourd'hui, je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est d'une vidéoprotection. C'est-à-dire on a un centre de surveillance urbain qui doit bénéficier de ces images. Aujourd'hui, certaines enquêtes ont pu être résolues. Comment ? Il existe. Oui, il existe, bien sûr, mais il faut le moderniser. On est dans un état de l'art qui aujourd'hui s'améliore. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, penser qu'une caméra figée sur quelqu'un arrête un individu dans son délit, c'est pas le cas. Par contre, on voit quand même que bon nombre d'enquêtes ont pu être déficelées, réglées pour certaines grâce à ces images. Je pense qu'elles sont nécessaires. Il ne faut pas tout en attendre. Mais je pense et je préfère le terme de vidéoprotection plutôt que de vidéosurveillance, effectivement. Anne Vigneault, je vous laisse terminer cette séquence, mais très très rapidement, 20 secondes, sur la séquence prévention, répression, sécurité. Prévention, vraiment, médiation. Je me rapproche là de Séverine Béziès dans son approche. Il faut aller à la racine. En fait, on pourra toujours courir après toutes les technologies. Si le mal-être de départ, il n'est pas traité de façon urgente, moi je vous le dis, si on continue à voir la santé mentale se dégrader dans notre population, les injustices se mettre en place comme étant finalement quelque chose de logique, normal, il n'y a juste pas possible. Et c'est juste pas possible. Et nous, on veut traiter aussi par une halte soins addiction les personnes qui sont, par exemple, aujourd'hui en train de se piquer dans la rue, dans une... Il y a un hôpital avec un service d'addiction. Des salles bien placé pour le savoir. Non, même l'hôpital est d'accord avec moi, donc vous pouvez pas dire ça. L'hôpital est d'accord avec vous. Tout le service de santé. Je suis médecin à l'hôpital et l'hôpital est d'accord avec vous. Le service de santé est engagé avec l'ensemble des services de santé. Vous savez, les gens ne veulent pas avoir des personnes qui se piquent dans la rue pour des raisons de santé pour eux-mêmes et des salles de shoot à Besançon. Santé publique. Des salles de shoot à Besançon, mais c'est une information. C'est une information. C'est pas une information, tout le monde le sait. C'est très bien. Les États où ça a été expérimenté, ça a montré son efficacité, monsieur Riccardetti. Mais ça peut être aussi... Quartier battant ? Non, mais c'est important. Pourquoi vous avez quelque chose contre le quartier battant? Non, si vous voulez, à un moment, mais je ne sais pas, vous avez... Ah ben c'est pour ça, c'est une obsession. J'y suis né, moi. Peut-être qu'on peut la mettre place Leclerc. Merci à tous les 4, et c'est la conclusion de ce rendez-vous. Et pour cette conclusion, nous avons tiré au sort l'ordre de passage devant vous tout à l'heure en introduction de cette émission. C'est Anne Vigneault qui va commencer. Madame Vigneault, vous avez 1 minute pour vous adresser aux téléspectateurs qui sont là face à vous au rouge. Quand vous voulez, 1 minute, c'est parti. Eh bien, j'ai démontré qu'une femme engagée, déterminée et qui aime les gens, accompagnée d'une équipe multiple, permet à une grande ville comme Besançon de traverser les crises et en même temps de construire un avenir prospère pour le bien-être des habitants et du vivant. J'ai démontré aussi que nous avions su investir comme jamais dans la ville et autant pour l'économie locale que pour nos agents. J'ai démontré aussi que je refusais de faire campagne au travers de promesses bling-bling, comme on peut l'entendre, ou insoutenables financièrement et insincères. Et au contraire, notre programme est ambitieux et réaliste. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe diverse, engagée, représentative et renouvelée, parce que les défis ont changé, les attentes sont de plus en plus importantes. Le programme, c'est vivante, juste et humaine, et il ouvre les perspectives d'une transformation essentielle. C'est la justice sociale qui nous anime. Merci Anne Vigneault. Message de fin, de conclusion de la part de Séverine Béziès. Séverine, la caméra est ici, c'est à vous. Ça marche.
Donc la commune est le lieu où historiquement ont vu le jour des soubresauts populaires et progressistes qui se sont ensuite propagés nationalement, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est dans cet héritage que nous allons inscrire notre action sociale. Notre programme est sérieux, chiffré, ambitieux et nous ne serons pas des élus gestionnaires de la pénurie, mais nous serons des élus audacieux au service des Bisontins et des Bisontines. Nous portons un programme de rupture parce que nous ne pouvons plus se permettre de faire dans la demi-mesure, alors que les urgences sociales, écologiques, démocratiques et économiques frappent notre ville et vous-même, les Bisontins, Bisontines. L'enjeu de cette élection municipale sera donc de déterminer le projet que l'on souhaite advenir pour Besançon pour les 7 prochaines années. Certains voudraient confisquer ce choix en agitant la peur. En vérité, on choisit au premier tour, on élimine au second tour. Alors Bisontins, Bisontines, dès le 15 mars, votre vote comptera double, choisir la composition de votre futur conseil municipal, mais également déterminer l'orientation politique de la prochaine majorité à gauche parce que nous gagnerons cette ville. Éric Delabrousse, 1 minute, face caméra. Le premier tour des élections municipales se tiendra le 15 mars prochain. Plusieurs candidatures s'offrent à vous. Pourquoi choisir la mienne? Parce que voter pour moi, c'est d'abord faire le choix d'un candidat issu de la société civile, sans mandat d'élu, sans carrière politique à construire, un médecin, chef de service à l'hôpital dont l'engagement est tout entier dédié à sa ville. Voter pour moi, c'est faire le choix d'un projet plutôt que d'un camp. C'est celui d'un programme clair, construit en réponse aux attentes des Bisontines et des Bisontins. C'est aussi choisir une équipe engagée, investie et experte qui travaille à ce projet municipal depuis plus de 3 ans. C'est s'assurer d'une politique municipale modérée, pragmatique et à l'écoute. C'est permettre à Besançon de redevenir une ville sûre, ambitieuse, accueillante et solidaire. Une ville où il fait bon vivre et où il fait bon travailler. Une ville dont on peut être fier. Le premier tour doit être celui d'un choix qui vous ressemble. Je compte sur vous. Merci Éric Delabrousse. Jacques Riccardetti, le tirage au sort fait que vous terminez pour ce débat la conclusion, votre prise de parole face caméra, c'est parti. Alors lors de ce débat, vous avez entendu beaucoup de promesses. Vous avez vu des candidats défendre des bilans et des idéologies. Moi je vous propose un choix clair. Le choix de la sécurité réelle, car vous le savez, la sécurité pour le Rassemblement national et ses alliés, c'est une priorité. Le choix d'une circulation apaisée, pas une ville bloquée. Le choix du bon sens face au dogme. Besançon n'a pas besoin d'un aménagement à la marge, ni d'un simple changement de visage. Besançon a besoin d'un changement et d'un cap réel et profond. Voter dès le premier tour pour ses convictions, ce n'est jamais perdre sa voix. C'est au contraire envoyer un message clair, fort, sans ambiguïté. Si vous voulez une ville sûre, vivante, respectueuse de ses habitants, alors je vous le dis simplement, les 15 et 22 mars, ensemble, changeons Besançon. Merci Jacques Riccardetti, merci à toutes et à tous. On a finalement un temps de parole qui est à peu près équilibré au final. Merci et bravo pour ce débat. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, Vincent Herbulot. Écoutez, je vous remercie pour cette invitation. Merci à chacune, à chacun d'entre vous de nous avoir suivis. Cette émission a été préparée avec Evelyne Evra, réalisée par Pauline Rousselet avec les moyens techniques d'Erolf Productions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.